Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h GMT. On se sera attendu à tout sauf à ce genre d'image en provenance de Buea, en plus une journée Villemante. Des ex-combattants séparatistes accueillis dans le centre régional du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration CNDDR du Sud-Ouest munis de bâtons et autres gourdins, ils ont crié dans les rues de Buea leur mal-être. Ils se plaignent des mauvaises conditions de vie ainsi que du long séjour auquel ils sont astreints dans le centre du sud-ouest de Buea, créé par décret présidentiel le 30 novembre 2018. Le CNDDR a pour mission d'organiser, d'encadrer et de gérer le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants du Boko Haram et des groupes armés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour leur réinsertion sociale. Avec 3 centres fonctionnels, Buea, Bamenda et Mora, le CNDDR a à sa tête depuis le 4 décembre 2018 l'ancien gouverneur des régions du littoral et du centre, M. Fayengo Francis. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. DDR, question sur la réinsertion. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Maître Sophie Djamani. Bonsoir Maître, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de milliers de téléspectateurs, bonsoir à vos différents auditeurs, bonsoir aux panélistes et je suis ravie, c'est un honneur pour moi de me retrouver avec vous sur ce plateau pour échanger sur cette question d'insertion sociale des ex-combattants. Voilà. À côté de vous, Omer Seda. Bonsoir Omer. Bonsoir Serge, c'est toujours un plaisir de me retrouver sur cette table pour essayer d'apporter ma modeste contribution au débat relatif à la réflexion par rapport au climat politique de notre pays. Sans publicité aucune, si vous me permettez, il faudrait déjà saluer votre programme qui est le baromètre de l'actualité politique au Cameroun, tout en disant que me retrouver là, c'est un honneur. Comme on dirait dans l'équipe nationale des Lions à Prime, avec une convocation d'un footballeur par Tongo Bidé pour dire que la République nous appelle et il faut absolument servir la patrie. Merci pour l'invitation. Voilà, Paul Youm, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes compagnons, bonsoir aux millions de téléspectateurs du programme Equinox Soir. J'adresse tous mes encouragements aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, étant donné que c'est le thème, et j'adresse aussi mes condoléances aux victimes de l'accident qui a eu lieu, des multiples accidents qui ont eu lieu du côté de l'Ouest ces dernières semaines. Ok. Bonsoir Elie Tchibin. Bonsoir Serge Alain. Je suis très content de me retrouver encore devant vos millions de téléspectateurs. Et je dois commencer par ma compassion à tous ces morts à l'issue de cet accident qu'on a encore eu à Tchon. Mais je ne vais pas manquer de dire bonsoir à tous mes panélistes et bonsoir à tous vos téléspectateurs qui vous écoutent tous les soirs. Voilà, je reste avec vous, Elie Tchibin. Comment comprendre ce qui s'est passé hier à Buea, dans une structure aussi sensible? Monsieur Serge Alain, là vous posez une question qui est simple. Nous nous trouvons aujourd'hui au Cameroun dans une situation où tous les soirs, ou partout dans notre pays, on est obligé de débattre et de discuter à tout bout de champ. Mais en fait, qu'est-ce qui se pose comme problème? Je crois qu'aujourd'hui, nous avons intérêt de discuter sur quelques définitions précises pour comprendre notre pays. Qu'est-ce qu'un État et qu'est-ce que gouverner? Votre question reviendra à répondre, à donner une définition à cela. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'il y a quelque temps, et encore dans le dernier discours du président, il insistait en disant que ceux qui ont les armes viennent les déposer et qu'on les réinsère. Voilà quelques-uns qu'on nous a présentés il n'y a pas longtemps, comme des gens qui avaient accepté de déposer les armes. Mais je crois que dans ces conditions-là, Serge Alain, ça nous interpelle aujourd'hui en disant
quelle que soit la situation où le Cameroun se trouve, parce que de la formation que j'ai, nous, on gère les risques. Et dans la gestion des risques, il n'y a jamais de pire situation. On cherche dans chaque situation tout ce qui est important pour s'en sortir. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Si le président de la République décide de demander à ses enfants de déposer les armes, ça suppose qu'il a mis des dispositions qui permettront de les récupérer. D'où vient-il que quelques mois après, alors qu'il est encore en train de demander aux autres de sortir, que ses enfants se trouvent à l'extérieur? Il y a trop de questions à se poser. Comment comprendre si c'est des gens qui ont été armés contre la République, contre leurs propres frères? Je crois que la première des choses dans cette circonstance aurait été d'avoir au moins des psychologues pour les accompagner. C'était la première des choses. Deuxièmement, au moment où nous parlons très sincèrement de décentralisation, de région, qu'est-ce qui nous coûtait d'utiliser toutes les forces territoriales pour accompagner ces enfants, pour qu'ils se sentent au moins importants, pour ne plus se retrouver dans la rue? Donc le problème qui doit se poser ici, moi je pense qu'il est temps pour nous, parce que, Serge Alain, la pire des maladies, c'est l'ignorance. Si nous arrivons dans notre pays à définir, à comprendre tous ensemble ce que c'est que l'État et qu'est-ce que ça veut dire gouverner, on y reviendra peut-être, parce que de mon existence, j'ai quand même eu 2 gouvernements. Et je peux avoir le courage ou bien la maladresse de faire une comparaison. Alors, permettez-moi, je ne pouvais pas parler ainsi quand j'étais sous le règne de M. Ahidjo. Oui. C'était pas possible du tout. Oui. Un débat comme ça, c'était pas possible. C'était pas possible. Mais tout du moins, j'ai vécu une enfance en croyant que mon pays était géré. Parce que l'époque des plans quinquennaux. Permettez-moi, gouverner, c'est un art. Et avec M. Ahidjo, j'ai compris que il avait l'art là d'utiliser, je veux dire, son intuition, ses connaissances au service de l'administration et de la gestion. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il est quand même inadmissible que le président de la République réclame tous les jours une certaine situation et qu'à peine il tourne le dos, que les choses changent de manière négative. Il est non temps que pour bâtir cet avenir-là, nous regardions un peu derrière nous pour savoir d'où viennent tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas bâtir l'avenir sans lier son histoire. Okay. Maître Sophie Tchemani, je vous pose la même question. Comment on en arrive là, dans un centre qui est censé être le miroir? Parce que, comme dit le président, et comme l'a rappelé Elie Tchepma, il y a encore des combattants qui sont en brousse. Et le président, dans ses discours, leur demande de déposer les armes et de revenir. Est-ce que ce qui s'est passé hier à Buea peut les encourager à sortir Oui, Serge Alain, vous vous interrogez, tout comme moi aussi. Avec ce qui s'est passé à Buea, il faut craindre que le pire n'arrive. On est en train de faire des efforts, le président implore, il exhorte les ex-combattants à sortir de la brousse et à se reconvertir socialement. Oui. Mais avec ce qui s'est passé hier, je doute fort que ceux qui pouvaient même encore baisser les bras, que ceux qui pouvaient même encore déposer les armes le fassent. Je ne suis pas experte en question de sécurité, mais je peux parler sur le contrôle d'un expert sur le plateau. Je me pose la question de savoir si l'État n'aurait pas, je peux me tromper, et merci de me corriger si c'est le cas, je me demande si l'État n'aurait pas posé les charrues avant les bœufs. Parce que lorsqu'on parle des centres des DDR, c'est une composante de la sortie de crise. Quand on parle des DDR, des centres des DDR, cela voudrait dire qu'il y a eu une crise et on voudrait sortir de la crise. Et le centre des DDR est une des composantes de la sortie de crise. Oui.
Parmi, il y a 3 composantes. Nous avons d'abord la réconciliation qui est un préalable. Cela suppose qu'on se reconvertit tous ensemble, que tous ceux qui étaient en conflit, que l'État, les séparatistes, les islamistes, les populations, tout le monde, que nous soyons à l'unisson, qu'on s'entende tous, qu'on se réconcilie et en ce moment on dépose simplement les armes. Des deux côtés, les armes se déposent. Et en ce moment-là maintenant, on peut penser à une démobilisation, c'est-à-dire à travers ces centres des DDR. Donc vous voyez que nous sommes déjà au centre des DDR alors que le préalable n'a pas été posé. Je me demande si ce n'est pas une des raisons pour laquelle nous avons vécu ce que nous avons vu hier. Donc dans la démobilisation, il faut décourager ceux qui voudraient encore prendre les armes. Il faudra les déradicaliser. Il faudra un enseignement, un accompagnement psychologique parce qu'ils ont vécu des traumatismes. Il faut un accompagnement psychologique, il faut un véritable enseignement moral et à la citoyenneté. Il faut qu'ils apprennent à aimer leur pays, mais nous allons voir que ce sont des gars qui n'ont plus rien à perdre. Ils s'en foutent carrément. Et pourtant, ils ont eu une seconde chance. Je veux me dire je ne sais pas comment, c'est pas seulement une seconde chance, parce que pour des gens qui ont tué, qui ont commis des pires atrocités, et qui, comme ça, on leur donne encore la possibilité de vivre avec les autres en société, vraiment, c'est une grâce. Donc, ce qui est arrivé hier nous fait craindre le pire, parce que ces gars, comme on dit souvent, ils ont laissé tomber les armes et tout, mais nous ne savons pas ce qu'ils ont encore sous leur manche. Okay. Encore et surtout que le week-end, on a désamorcé, si je peux appeler une bombe ici. À quoi est-ce que cela a été destiné? Combien de temps le font, depuis combien de temps le font-ils? Ou est-ce qu'ils envoient ces armes qu'ils fabriquent? Donc, en matière de guerre, je pense que même le plus petit élément est une arme fatale. Voilà. Paul Ayoum, le directeur du centre de Buea, M. Bernard Dodé Messapé, indique que des mesures sont en cours pour permettre aux pensionnaires du centre d'avoir la même prise en charge que ceux des 2 autres centres installés respectivement à Bamenda et à Mora. Comment vous comprenez ça? La première chose que je comprends, c'est qu'il est en train de reconnaître que ceux qui sont à Buea sont dans des conditions plus difficiles que ceux qui sont à Mora. Ou bien ils n'ont pas assez de moyens que les autres? Je ne sais pas s'ils n'ont pas assez de moyens, mais lui-même, il est en train de reconnaître de manière implicite, je dirais même explicite plutôt, qu'ils n'ont pas donné des conditions comme les autres. Je voudrais dire, quand on parle de réinsertion, est-ce que nous avons déjà pu mettre en place un programme de réinsertion sociale des jeunes incarcérés, même d'abord dans les prisons? Nous n'arrivons pas à réinsérer les jeunes, c'est-à-dire ceux qui font la prison 16, 17, 18, 14 ans qui vont en prison, au Cameroun, nous n'arrivons pas à les réinsérer dans la société. Pensez-vous qu'il serait facile pour un tel gouvernement incapable de réinsérer les jeunes qui sont en prison, de pouvoir réinsérer des anciens combattants? Je vous avais dit ici une fois que le problème qu'il y a lorsque le chef de l'État appelle au désarmement pour ceux qui ont encore les armes et qui sont en bourse, c'est que quand ils voient ce qui se passe sur le terrain, ils n'ont pas de confiance. Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui le 2 février. Le 1er février, c'est-à-dire hier, des gens qui ont déposé les armes, qui ont dit nous ne luttons plus contre la République, nous rentrons dans la République, ils se retrouvent à manifester encore contre les représentants ou bien contre les institutions de la République pour dire que vous nous avez fait des promesses, pourquoi nous avons laissé les armes, vous n'êtes pas en train de respecter cet engagement. Ça veut dire que le gouvernement a mis en place un programme dans lequel il n'y avait pas de fonds. C'est ça la réalité. Et c'est là où je rejoins Madame Maître merci. Maître Tchemeni, qui dit qu'on a mis la charrue avant le bœuf. On aurait pu d'abord essayer de résoudre un certain nombre de problèmes politiques avant de mettre en place cette commission. Mais comme notre gouvernement, il agit en faisant du saupoudrage, l'objectif n'était pas de mettre en place une vraie commission, mais l'objectif était de dire on a fait, vous voyez, c'est eux qui sont de mauvaise foi. C'est ça le jeu politique qui s'est passé en fait. Et aujourd'hui, le gouvernement se retrouve rattrapé par le fait d'avoir saupoudré à cette époque-là. Aujourd'hui, il est donc question que le gouvernement lui-même soit sincère dans sa démarche, qu'il aille vers ceux-là, leur dire que vous avez déposé les armes, nous avons garanti un certain nombre de conditions, nous allons vous réinsérer. Déjà, au niveau de la prison,
prison, ceux qui sont en prison, il y a des méthodes très faciles pour réinsérer les gens. Il y a les travaux routiers, il y a les travaux dans les forêts, il y a les travaux pour un pays comme le Cameroun qui a besoin de développement, nous avons besoin de main-d'œuvre. Mais là, on parle de prisons de production. Bien sûr, des prisons de production. On pouvait prendre tous ces gens. Non, pas tous les prisons. On pouvait prendre ce type de personnes. Ceux qui sont condamnés, par exemple, le ministre garde les soins, même dit une fois, lorsqu'il parlait, il s'adressait au magistrat qui a les peines palliatives. Pourquoi à chaque fois on doit toujours envoyer les gens en prison? Donc pour rejoindre même le ministre des gardes des Sceaux dans cette position, on aurait pu prendre toutes ces personnes, mettre dans des lieux de détention productifs, parce que même dans le Nozo, il faut reconstruire toutes ces zones. Vous savez que la Sonara a été incendiée, il y a beaucoup de maisons qui ont été brûlées, etc. Donc on pouvait le prendre, dire qu'on le réinsère et on leur donne une petite rémunération qui les permet. La Sonara a été incendiée? Bien sûr, il y a eu, ce n'est pas moi, même tous les médias du gouvernement. Là, vous faites allusion à une. Non, mais je ne dis pas. Je ne dis pas que c'est un criminel. Il y a eu un incendie. Ça peut être volontaire ou non volontaire. Il y a eu bien un incendie. Oui. C'était vous dire qu'il faut reconstruire dans le Nozo. Donc, on pouvait prendre tous ces gens, leur donner ces travaux-là, leur donner une rémunération qui permet à ce qu'ils reprennent la vie. Et vous savez qu'il y a un qui a déposé les armes aujourd'hui, le lendemain, il a été assassiné. Donc, ces gens ont pris d'énormes risques et le gouvernement a le devoir et l'obligation de les réinsérer dans notre société pour qu'ils puissent servir. Et surtout, là, je rejoins encore Maître, d'apaiser les cœurs. Parce que les familles des victimes, certainement, il faudra leur parler, leur faire comprendre. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire, ça a été le cas au Rwanda, dans beaucoup d'autres pays, d'apaiser les cœurs, leur faire comprendre que ces personnes ont décidé de revenir, essayer de pardonner. Nous savons que c'est difficile, mais pour l'avancement du Cameroun, pardonner, et nous allons travailler, surtout qu'ils ont décidé de se mettre au service de l'intérêt général. Voilà comment on peut réinsérer ces personnes. Ben, c'est là, ce qui s'est passé à Buea vient-il remettre en question tous les efforts du gouvernement depuis on va dire, octobre 2018, qui appelle la jeunesse qui a pris les armes à les déposer? Vous savez, Serge Alain, avant de répondre à votre question, il serait important d'insister sur un fait. C'est devenu, on ne peut plus embêtant au Cameroun d'aborder des sujets d'une telle envergure parce qu'il y a trop de passion. Je voudrais dire en toute honnêteté que la paix n'a pas de parti politique. La paix n'a pas de tribu. Je ne le dirai jamais assez, la paix n'est pas pour M. Biya, la paix n'est pas pour M. Kamto, la paix n'est pas pour M. Cabral Libi, pour M. aussi, et bien d'autres personnes que je pourrais oublier sur le plan politique. Mais je dirais simplement que ce qui s'est passé à Buea est la traduction d'un jeu de dupes dans lequel nous sommes engagés. Lorsque nous parlons de paix véritable, il y a des préalables. Je voudrais peut-être m'appesantir sur ce comité national de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en disant qu'on ne peut déjà pas réinsérer des gens qui n'ont pas été apaisés. On ne peut pas réinsérer des personnes qui n'ont pas compris le bien fondé, la nécessité même de la paix. Il y a un travail qui était supposé être fait et j'ai envie de dire, sans tomber dans ce piège de critique inutile dans notre pays selon laquelle lorsqu'on dit peut-être ou on insiste sur un point sur lequel le gouvernement a failli, subitement on devient je ne sais pas trop quoi, quelqu'un qui n'aime pas la République, ou lorsqu'on va essayer d'apprécier les efforts du gouvernement, on devient aussi quelqu'un qui est en concubinage incestueux avec le gouvernement. Non, moi je dis, je ne suis pas là pour un quelconque parti politique, je suis là pour la République. Je suis là pour ces jeunes qui ont pris des armes, à tort ou à raison. Mais je pense que lorsqu'on parle de comité national de désarmement, de démobilisation, de réinsertion, il faut un franc jeu. Il faut une certaine honnêteté. Et si les jeunes qui ont accepté, qui ont pris le risque, comme Paul Eyoum vient de le dire tout à l'heure, Maître l'a dit bien avant lui, ont pris le risque de sortir des brousses pour tendre la main, pour aller vers la main tendue du président de la République, ça veut dire qu'ils ont cru un tant soit peu en la sincérité du président de la République. Mais maintenant, si ceux qui sont supposés conduire cette volonté politique de réconciliation du président de la République sont en train de jouer au petit malin, il y a problème. Et c'est peut-être même là le plus grand problème que nous avons dans cette République, c'est toujours de vouloir jouer à un jeu de dupes pour pouvoir justifier, croire que les uns aiment le pays plus que les autres, mais je pense que l'heure est venue que nous comprenions que la construction de la paix passe par une véritable, comment dirais-je, une profonde réconciliation. Et cette réconciliation passe par l'éducation. Et je suis flatté de savoir que ma modeste personne d'enseignant soit sur ce plateau pour dire qu'il
je ne sais pas, peut-être je n'ai pas l'expertise pour le dire. J'ai bien peur de dire qu'au niveau de ce comité, il n'y a pas de psychologues, il n'y a pas de personnes qui ont été recrutées dans ce sens, de comprendre qu'il y a un traumatisme profond qui a eu lieu dans cette région et qu'il faudrait absolument travailler profondément pour que ces jeunes comprennent que la réinsertion passe par une reconversion. Mais ces outils, les avons-nous? C'est là la question qu'il faudrait bien se poser. Et je pense que si le président de la République nous suit ce soir, peut-être c'est une très bonne occasion de le dire, il faudrait absolument qu'il comprenne qu'il ne suffit pas de confier la responsabilité aux concitoyens. Il ne suffit pas de nommer des gens à des postes de responsabilité. Il faut encore suivre. Il faut frapper la main sur la table. Et si ce soir, des gens se sont amusés à ce que cette main tendue du président de la République soit en train de vaciller, c'est qu'il y a problème. Et j'ose croire que dans les heures qui suivent, il va pouvoir prendre les taureaux par les cornes pour remettre les pendules à l'heure et faire comprendre que 2018-2021, ça fait 3 ans. Ouais. Ce 2 ans et demi. comité, je ne veux pas dire que rien n'a été fait. Il faut être honnête aussi de le dire. Hein, parce que le président, le coordonnateur Fayengo Francis, en novembre dernier, parlait de 600 pensionnaires. Pour les 3. Exactement. C'est-à-dire Bouya, Bamenda et Mora. 600. Justement, Serge Alain Autou, je voudrais dire que le président Fayengo Francis, le président du CNDDR, et c'est tout à fait, ils sont en train d'abattre peut-être un travail de titan. Nous ne sommes pas en train de balayer d'un revers de la main le travail qu'ils sont en train d'effectuer. Mais je voudrais dire que lorsque nous sommes dans un contexte de crise comme celui-ci, j'ose croire que tous les acteurs politiques, de M. Kamto, M. Cabral-Libé, M. Ouzi, M. Biya, paix à son âme, frère Adamou Damdjoua, tous parlaient au nom de la paix, de la recherche de la paix. Comment est-ce que dans une république, nous chantons paix du matin au soir depuis pratiquement 3 ans et des situations pareilles adviennent encore? Ça veut dire qu'il y a une duperie quelque part. Ça veut dire qu'il y a un jeu de dupes quelque part. Et je pense que la politique, à un moment donné, ce n'est pas aussi cette histoire de tourner, vous me permettez l'expression, c'est cette capacité à résoudre des problèmes qui s'imposent à la société avec une franchise et à l'image des lions innotables. Après, permettez-moi de sortir un peu. J'ai vu les Camerounais vibrer. Je veux dire quoi? Dans l'unisson. J'ai vu les Camerounais célébrer cette victoire. Pourquoi est-ce qu'une situation de crise comme celle-là ne peut pas susciter en nous la même fibre patriotique pour dire ensemble nous pouvons essayer de mettre fin à cette crise qui fait assez pour notre pays? Permettez-moi l'émotion. C'est difficile toujours de parler de cette situation, de débattre pendant 4 ans. Et au moment qu'on débat des années durant, des années après, des gens ne font que mourir. C'est un peu blessant, ces jeunes-là. Voilà, effectivement, les 132 jeunes repentis du centre de Bouya se plaignent des mauvaises conditions de vie. Et je lisais tout à l'heure la sortie du directeur qui dit, je le rappelle, que des mesures sont en cours pour permettre aux pensionnaires du centre d'avoir la même prise en charge que les 2 autres. Mauvaises conditions de vie. Avant de vous répondre, Monsieur Alain, je vais rebondir sur ce que l'enseignant vient de dire tout à l'heure. Merceda, oui. Merceda, en évoquant la victoire des Lions, il y a des joies excessives que des joies collectives. Alors, quand il évoque les Lions d'aujourd'hui, nous avons vu il y a 2 ans au Gabon une victoire inespérée des Lions. Et il me souvient une image qu'on nous montrait, je crois que ça devait être la Limbe ou à Kumba, d'un policier qui s'embrassait avec quelqu'un que dans la journée il ne voulait pas voir. C'est donc dire que nous revenons à la réalité de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous débattons de tout et nous esquivons de donner les responsabilités. Qui est responsable de tout ce qui se passe au Cameroun? Il n'y a que la locomotive qui peut tirer un train. Et cette locomotive, c'est bien le gouvernement de la République. Il se fait ici que le problème qui se pose, vous parlez des enfants qui ont faim. Dans la logique de la gestion, on fait une planification.
Avant de les attraper, on prend les dispositions des locaux. On met en place tout ce qu'il faut pour préparer le mot insertion, puisqu'il s'agit de cela. Donc les conditions ont été réunies avant de les mettre là. Alors si ceci n'a pas été fait autant que la plupart des actions qui se prennent dans notre pays, il s'agit d'un problème de gestion. Or, gérer, Serge Alain, c'est allouer les ressources de manière optimale en vue d'atteindre les résultats attendus. Les premières ressources dans toute gestion, c'est d'abord les hommes. Si dans ce pays aujourd'hui tout notre débat c'est l'invective, c'est la passion, et l'on ne se respecte pas, je crois qu'on est vite parti pour continuer à discuter d'ici une décennie et on ne sera pas sorti de l'auberge. Alors, si je ne prends que le cas de ces enfants, qu'est-ce qui coûte aujourd'hui? Il a évoqué tout à l'heure des centres en disant on pouvait imaginer des travaux. Madame a dit tout à l'heure, nous sommes en temps de guerre. On n'y pense pas à ces travaux-là maintenant, parce que nous sommes démobilisés à cause de la guerre. Mais tout simplement pour amener tout le monde sur la table. Ces enfants qui ont déposé les armes sont les enfants des chefs et des familles du Sud-Ouest. L'État aurait dû demander aux chefs et à toute la population au moins d'accueillir ces enfants-là pour préparer les autres qui sont encore en bourse. Et le problème, on revient encore à savoir toujours qu'il y a un responsable qui se trouve à Yaoundé, qui doit chapeauter 3 centres, qui doit décider sans voir où il se trouve, et on est reparti vers la centralisation. Je pense que si on a décidé aujourd'hui, et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, pour nous autres, on fonctionne comme des médecins. Si vous apportez le cas le plus grave chez un médecin, il va diagnostiquer. Il va tout faire pour se battre de manière à trouver une solution pour faire sortir son malade. À l'heure d'aujourd'hui, il va falloir tout simplement que le gouvernement de la République se retourne vers toutes les ressources, tous les enfants de ce pays pour résoudre tous nos problèmes. Ceux-là qui se plaignent aujourd'hui, Serge Alain, et qui sont en train de se plaindre, je peux vous assurer qu'une descente, que même le président de la République, comme il a l'art de le faire, s'il se lève aujourd'hui, prend son avion, descend au Sud-Ouest et demande à toute la population d'accueillir, même ses enfants retourneront. Ça veut dire tout simplement qu'on se sentira honoré par le président de la République et de se dire au moins, oui, on peut faire quelque chose pour que ces enfants reviennent. Je peux vous dire tout simplement que si nous débattons toute l'année, sans rechercher où sont les responsabilités, ça veut dire, vous avez un gouvernement, dites-moi depuis quand? Est-ce qu'on nous a dit, depuis 4 ans, que le gouvernement se réunit pour prendre une décision? À chaque fois, on va vous dire le responsable de ce centre, le ministre de l'administration territoriale qui prend sa décision, le premier ministre qui ne s'entend pas avec l'autre. Je crois que pour qu'une équipe gagne, comme il disait tout à l'heure, il y a d'abord un staff qui se réunit. Vous voyez tous les joueurs qui, avant de commencer à jouer, s'embrassent entre eux et cherchent l'énergie des uns et des autres. Expliquez-moi donc comment, en politique, il devient impossible de travailler ensemble. Et ce dont nous souffrons dans ce pays aujourd'hui, je vous ai dit, si nous prenons les règles de l'art qui conviennent en gestion, et vous l'avez dit tout à l'heure, il me souvient quand j'étais tout petit, on nous parlait des plans quinquennaux. Et dans ces plans quinquennaux, on disait, cette fois, on s'occupe de l'énergie. Et chaque fin d'année, dans toutes les régions, on devrait savoir où et à quel niveau se trouvaient les activités qui étaient en place. Nous sommes aujourd'hui, après 3 mois, on a dit qu'on devait réinsérer. Mais 3 ans. C'est 3 ans. Et ces enfants sont passés. Allez, c'est finalement des gens qui doivent être réinsérés qui viennent aujourd'hui nous donner le bilan de leur situation. Ça paraît quand même difficile à comprendre. Moi, je crois qu'il est temps donc tout simplement que, avec ce petit vide de paix que nous avons aujourd'hui, depuis 3 semaines, même sur les plateaux télé, on n'a plus été violent. L'achat nous a permis,
pour quelques-uns de s'évader tous les soirs et d'oublier de s'engueuler. Peut-être c'est une louée d'espoir pour que les hommes politiques comprennent qu'on peut profiter du football pour parler ensemble et qu'enfin, au lieu de voir l'image des enfants que nous attendions pour se remettre dans la société, qu'ils ne deviennent pas, comme a dit Maître tout à l'heure, des serpents plus dangereux. Okay. Parce que pour avoir espéré, on les a trompés. Ok. Maître, justement, l'un des objectifs en matière de réintégration, c'était la déradicalisation de ces ex-combattants. Est-ce que vous pensez que, avec ce qui s'est passé hier, ils sont déradicalisés? Excusez-moi si je ris a priori, parce que là, vraiment, moi, je pense qu'on les a radicalisés davantage. Moi, je pense plutôt qu'on les a radicalisés et que ceux qui sont même en brousse et qui espéraient retrouver les autres dans ces centres-là vont directement jeter l'éponge. Et qu'ils vont même encore, ce sont ceux-là qui sont même dans ces centres-là, qui vont même recruter d'autres. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que je crains que ce centre-là ne devienne même plutôt un foyer. Ça peut être un autre foyer de tension, un autre mais foyer si de les crise. revendications sont satisfaites, voilà, comme dit le directeur général. Foyer, donc voilà, on a déjà les sécessionnistes, comme on les appelle là-bas, et voilà encore le centre de DDR qui a été mis en place par l'État, qui devient encore un autre foyer de tension qu'ils ont eux-mêmes créé. Donc c'est pourquoi je dis, lorsqu'on parle de démobiliser, déradicaliser, il fallait déjà au préalable savoir quel est le besoin de ces gars que nous avons pris, que nous avons recrutés dans le sang, que nous avons amenés à déposer les armes. Parce qu'ils sont allés en brousse pour une raison ou pour une autre. Claire. C'est quoi cette raison? Comment faire donc pour leur faire comprendre qu'ils se sont trompés? Donc, il faut chercher à savoir quels sont donc leurs besoins. Oui. Et dans ces centres, donc, les amener, essayer autant que se peut, mettre à leur disposition ces besoins en question. Et là, ça devrait les empêcher donc d'y retourner. Et c'est même eux qui doivent sensibiliser même les autres pour dire non, sortez de la brousse. Mais lorsqu'on rend encore leurs conditions pires, alors là, il se demande bien pourquoi j'avais fait ça. Il va même penser à un moment donné qu'il a trahi ses frères. Il va dire, mais là, je suis un traître. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ça devient compliqué. Si on pouvait prendre un peu l'exemple du centre de DDR de Boaké, en Côte d'Ivoire, par exemple. Moi, j'ai vu que là-bas, on a essayé de faire des enseignements à ces gars. On leur a mis sur place des formations, que ce soit en maçonnerie, en élevage. C'est ce que prévoit le texte ici. En tellement de choses, on les a formés et on leur a même donné, comme le disait l'expert tout à l'heure, des moyens pour aller se réinsérer dans la société. Et c'est comme ça qu'il y en a qui se sont mis plutôt qui ont formé des petits GIC. Ils ont mis sur place des vastes espaces qu'ils sont en train d'explorer. Ils ont mis sur place de vastes espaces d'élevage. Et vous voyez que celui-là ne va plus jamais penser à aller plutôt dans la brousse. Et certains ont été intégrés dans l'armée nationale. Oui. Bon, sauf que peut-être chez nous, on va se dire qu'on craint de les amener de les mettre plutôt dans l'armée parce qu'on s'est dit chasser le naturel, il revient au galop. Il faudra encore un nettoyage psychologique. Oui. Il faut un nettoyage psychologique. Il y en a qui vivent sous la drogue, sur le fait de la drogue. Il faut qu'on leur enlève déjà tout ça. On leur apprend l'éducation à la citoyenneté, comme je l'ai dit, à la morale, parce que là, ils n'ont plus rien à perdre. De la morale, ça ne leur dit plus quoi que ce soit. Et puis, nous, être de chair devant eux, nous ne sommes rien du tout. Donc, c'est à nous donc de les amener à se sentir à l'aise et à éviter de sombrer une nouvelle fois. Donc, vivement, il faut que l'État mette en place des moyens pour calmer ces gars, parce que là, ça risque d'être très, très dangereux. C'est une autre explosion qui se prépare. On va dire peut-être que nous sommes en train de déstabiliser, mais non. Il faut bien faire état de ces choses, il faut dénoncer ces choses afin que ça puisse changer. Donc faisons attention, il y a des foyers qui sont sans doute en train de naître. J'ai dit tantôt qu'il y a eu des explosions qu'on a désamorcées. J'ai désamorcé, c'est même trop dit, parce que ça d'abord, il a fallu que ça explose. Ouais. On ne sait pas si les gars étaient arrivés à bout. Qu'est-ce qui serait advenu? Ou est-ce qu'ils auraient transféré toutes les munitions et tout ce qu'ils fabriquent? À Yaoundé, il n'y a pas longtemps, on en parlait. Ça veut dire qu'à tout moment, autour de nous, au marché central, on peut entendre qu'il y a eu explosion. Dans les églises, on peut entendre ainsi de suite. Donc, vivement, il est temps que l'État mette sur pied
et prennent même des enseignements. Il faut l'humilité, vraiment c'est une grandeur chez l'homme qu'on regarde à côté des autres pays en crise, comment ils ont fait pour s'en sortir, comment ils ont fait. Il ne faut pas qu'on mette seulement sur pied des centres pour faire croire aux gens que nous faisons tout ce que nous pouvons pour sortir de là. Non, il ne faut pas le faire pour le plaisir. C'est pourquoi il parlait de mettre les charrues avant les bœufs. Et je pense que pour qu'il y ait il faut d'abord une réconciliation, comme je le disais tout à l'heure, pour qu'on évite les radicalisations. Parce que tant qu'il n'y a pas de réconciliation, les gens auront toujours tendance, les uns vont finir par radicaliser les autres. Donc il est important que la paix revienne. Et ce n'est qu'en ce moment-là qu'on va parler de leur réinsertion, en essayant donc de les empêcher de ressombrer à nouveau. C'est en ce moment-là qu'on dit qu'il y a un centre de DDR qui a réussi. Il ne faut pas que les gars qui étaient dans le centre sombrent à nouveau. Et avec ce qui s'est passé, c'est difficile que ce soit le cas. Ok, pour les Youm, il se plaignent également hier, il se plaignent du séjour déjà passé dans ce centre-là, Boyard. On leur parlait de 7 mois au départ, mais 7 mois, là, ils sont... ça devient quoi, une forme de prison pour eux? Bon, ils sont en train de déchanter en fait. Ils ont la réalité camerounaise les a rattrapés. C'est le où on va... Pourquoi vous êtes si pessimiste? Je suis réaliste, Jalin. Nous connaissons très bien notre pays. Oui. C'est le contraire qui aurait été surprenant. Parce que ce qui se passe là, c'est ça qui est la norme au Cameroun. Si ça se passait normalement, c'est ça qui devait être surprenant pour nous. Le problème qu'il y a, c'est que le chef de l'État peut avoir donné toutes les meilleures instructions au monde. Mais il y a des gens, vous avez l'impression que ce que le professeur Messama appelle, je ne sais pas, ce coup d'état scientifique. C'est-à-dire, ils font toujours tout pour que ça ne marche pas. Déjà, sur ce plateau, il y a certains, même comme il vient depuis quelques temps, qui passent le temps à dire je ne suis pas les touristes, c'est celui, c'est pas, etc. Maintenant, maître demande la réconciliation. Mais quand vous avez en face des gens qui disent qu'ils ne veulent pas dialoguer, vous demandez la réconciliation à qui? Lui, il a demandé tout à l'heure les responsabilités. Le chef de l'État lui en 2013 a demandé pourquoi ça ne marche pas. Donc il n'y a pas de responsable au Cameroun. Quand c'est bien, il y a une seule personne, le chef de l'État, même le stade, on lui dit que tout ce chef de l'État, quand ça ne marche pas, personne n'est responsable. C'est ça la réalité au Cameroun. Donc aujourd'hui, vous allez dire le directeur du centre a dit, il va vous dire que le gouverneur a dit, ils vont vous dire que Yaoundé a dit, et on va vous dire depuis Yaoundé que nous sommes dans la décentralisation. Pourtant nous sommes dans la centralisation de la décentralisation. Et tout ça, c'est ça le problème du Cameroun. Okay. C'est qu'aujourd'hui, ces anciens séparatistes qui sont revenus à la République, ils sont en train de retrouver ce pourquoi ils avaient pris les armes, qui était qu'ils sont marginalisés dans leur propre pays. Aujourd'hui, ils ont décidé de revenir dans la République et ils sont encore à nouveau marginalisés. Et c'est demain se pose la question, mais finalement, pourquoi avons-nous déposé les armes si nous devons encore vivre le même calvaire? Pourtant, on nous a fait des promesses. Et c'est là où c'est très dangereux. Surtout que demain, il y a un match à Limbé. Les Lions jouent demain à Limbé. Nous ne connaissons pas les conditions sécuritaires qu'il y a là-bas actuellement. Nous prions et nous faisons confiance à notre ami de pouvoir protéger tous ceux qui vont faire déplacement demain à Limbé. Moi, j'ai vu l'équipe du Maroc aujourd'hui qui est en quoi Douala. Ça veut dire qu'eux n'ont pas pris le risque d'aller là-bas comme notre équipe et ils iront là-bas demain matin. Ça en dit long. Ça veut dire que malgré les discours qu'on a ici au Cameroun, les gens à l'étranger comprennent que le Cameroun, il y a quand même une situation sécuritaire qui est préoccupante. Donc, vous voulez nous dire que le Maroc ne s'est pas entraîné à Limbé? J'ai vu l'équipe du Maroc aujourd'hui, elle allait s'entraîner à 17h. L'équipe du Maroc n'était pas encore à Limbé. L'équipe du Maroc part demain matin pour Limbé. Pourtant, l'équipe du Cameroun a quitté hier son hôtel ici à Douala pour Limbé. Vous voulez que le Cameroun aussi, vous voulez que le Cameroun quitte... Non, je ne sais pas que je veux. C'est pour dire que les Marocains auraient pu aller là-bas comme le Cameroun. Sauf si, bon, on nous explique qu'il n'y a pas de stade d'entraînement. Mais jusque-là, un stade d'entraînement, vous pouvez dissocier les programmes. Les autres, vous s'entraîner le matin, certains dans le matin, les autres l'après-midi. Pour revenir maintenant au sujet, je voudrais dire que ces jeunes-là, je leur prie, malgré toutes les souffrances qu'ils peuvent avoir, de ne pas retourner dans la bourse. Nous sommes Camerounais, nous sommes nés dans ce pays, nous n'avons pas demandé à être Camerounais. C'est la vie, c'est la nature qui a fait que nous sommes Camerounais. Et je le dis toujours, moi et Youm, je suis plus Camerounais que le chef de l'État, M. Biya. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis né au Cameroun, vert, rouge, jaune, avec l'étoile dorée sur la bande rouge. République du Cameroun. Quand qui fait de vous... Non, attendez, quand M. Biya est né, c'était pas encore la
la République, parce qu'il n'y avait pas encore la République du Cameroun. Moi, je suis né sur la République. Ça veut dire que je me sens plus camerounais, j'ai plus intérêt à défendre le Cameroun, comme ces jeunes-là, plus que M. Biya, qui lui est né avant l'existence de la République du Cameroun. Donc nous devons nous battre pour notre pays et comprendre que malgré les mauvais dirigeants que nous avons, la voie des armes n'est pas la meilleure. Un jour ou l'autre, ce pays va changer et ça passera par une éducation citoyenne, par la morale, par l'éducation et par l'éthique. Et il est temps que les Camerounais comprennent une chose. Si nous-mêmes les Camerounais, nous ne changeons pas, ce ne sont pas nos dirigeants qui vont changer à notre place. Ok. Omer Seda. Monsieur Serge Alon-Autour, c'est toujours embêtant, hein? Mais quoi qu'on puisse dire, c'est déjà une très bonne chose que de comprendre que des sujets comme la paix devraient unir toutes les parties, tous les acteurs politiques de notre pays. J'ai pu entendre dire là que la locomotive, c'est le président de la République. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais je voudrais aussi, au risque de m'attirer les foudres de ceux qui pensent que essayer de voler au secours du gouvernement, c'est être peut-être un traître. Non. La paix, je l'ai dit dans mes propos liminaires, est une question de patriotisme. Et qu'importe le bord politique... Quelqu'un vous a taxé parce que vous défendez le gouvernement? Ça fait 2 fois que vous dites ça. Monsieur Serge Alon, vous êtes libre de défendre le gouvernement. Hein. Personne ne vous interdit de défendre le gouvernement. Permettez-moi de le dire de façon très très sincère. Nous sommes dans une république où la communication dans son ensemble est devenue tellement ambiguë. Et je le dis pour quelle raison? Parce que demain, sur les réseaux sociaux, il y en a qui trouveront à dire ou qui s'attendent. Moi, je m'exprime de façon claire. Hein. Je suis sympathisant d'un parti politique de l'opposition. Mais cela ne m'empêche pas de dire que lorsqu'il s'agit de parler de la paix au Cameroun, il ne s'agit plus de mon bord politique. Il s'agit du vert, rouge, jaune, comme M. Paul et l'a si bien dit. Et cela étant dit, avec une étoile, hein, avec une étoile dorée. Bien évidemment. Vous ne mettez pas l'étoile, c'est pas le drapeau du Cameroun. Absolument, l'étoile, absolument, M. Serge Alon-Autour. Pour dire que la question était celle de savoir si la situation qui s'est déroulée à Buea ne peut pas d'éteindre sur la volonté du gouvernement d'amener les enfants à sortir de la brousse. Je voudrais prendre d'abord ce l'angle ne pourrait pas amener ces enfants à plus se radicaliser. Ah oui. Je pense que ces enfants, ils ont toutes les raisons d'estimer leur mal-être et leur mal-vivre. Ça, personne ne dira le contraire. Mais je pense aussi qu'il faudrait à un moment donné que nous arrêtions pour réfléchir. Ceux qui ont commis la maladresse de laisser cette situation pourrir n'ont pas reçu mandat, peut-être, du gouvernement. Je ne suis pas l'avocat du gouvernement. Je veux dire simplement, c'est cette maladresse de gestion dans laquelle nous sommes installés dans notre République, où chacun à son niveau prend des dispositions ou des mesures, peut-être pour plaire au président de la République, et malheureusement, ces mesures se retournent parfois contre le président de la République. Des débats comme ceux-ci doivent servir de point de départ d'une réflexion nouvelle pour notre République et comprendre que lorsqu'il s'agit de sécurité, il faudrait à un moment donné que tous les bords politiques, je dis bien tous les bords politiques, puissent taire les querelles et réfléchir ensemble. Je me serais attendu, et je m'attends encore, que lorsque nous parlons de comité national de désarmement et de démobilisation et de réinsertion, que tous les acteurs soient associés, M. Serge Alon-Autour. Mais pourquoi ne pas penser à un moment donné que les grands acteurs de la classe politique camerounaise, je ne voudrais pas taire le nom, M. Kamto, M. Cabral-Libi, M. Joshua, s'ils peuvent véritablement être impliqués de près ou de loin, ça peut contribuer à éteindre un peu l'étincelle qui alimente la haine dans notre République. Parce que la récupération politique, elle y va de tous les enjeux. Parce que demain, d'aucuns voudraient peut-être que ces 132, comme vous l'avez si bien dit, qui ont choisi de se repentir, qui aujourd'hui peut-être ont été déçus, et qui annoncent peut-être le lendemain encore obscur pour cette République, ils pourront, au lieu de comprendre que la communication doit être pacifique, appuyer sur cette gâchette pour soulever encore les blessures qui étaient en train de cicatriser. Tout côté pédagogique doit être pris en compte. Et ce soir, je suis venu humblement, pas peut-être en donneur de leçons, mais je suis là pour dire simplement qu'il n'y a aucune raison pour laquelle en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, pour un problème aussi simple que celui de paix, je crois que c'est 4 lettres, M. Serge Alon-Autour,
Je n'ai jamais suivi M. Biya parler sans insister sur le mot paix. De la devise du Cameroun. Je n'ai jamais suivi M. Kamto parler sans insister sur le mot paix. Je n'ai jamais suivi M. Kapralibi parler sans insister sur le mot paix. Mais de quelle paix parlons-nous? Si chaque jour nous parlons de paix et nous n'arrivons pas à gérer les situations les plus simples qui puissent se présenter à nos yeux, cela voudrait dire qu'il y a un jeu de dupes, comme je l'ai dit. Et ce soir, le président de la République doit comprendre à jamais que l'heure est venue de mettre véritablement en application sa politique. Lorsqu'il parle de politique de main tendue, il faut qu'il y ait suivi. Je ne voudrais pas m'attendre demain à ce que les discours soient là pour justifier, bon, le coordonnateur, il y a telle histoire. Pourquoi pas des sanctions, M. Serge-Alain Otto? Mais si M. Fayengo Francis a failli, parce que c'est une faillite, c'est ça dont il s'agit, mais il faudrait que le président sanctionne. Il faudrait qu'il y ait cette réaction de la locomotive pour dire, si jamais il est véritablement là pour la paix, je ne vous ai pas chargé d'encadrer ces enfants dans de mauvaises conditions parce que la paix de la nation en dépend. Si cela est fait, je pense que les jeunes qui sont encore dans la brousse pourront comprendre que c'est une maladresse au niveau de la gestion. Mais si rien n'est fait, ça peut être un jeu de dupes. Alors, des entrepreneurs de la guerre vont chercher à manipuler les autres qui sont en forêt pour leur dire alors voilà, si vous déposez les armes, voilà ce qui vous attend. Et je pense que ça ne profite à personne, ni aux populations du Nozo, ni au Cameroun, ni au président Biya, ni au président de quelque parti politique que ce soit. Quand un Camerounais tombe, il s'agit là d'un compatriote. Voilà, Omer, merci Omer Seda. Élitement, comment faire donc pour éviter, vous êtes expert en gestion des risques, je le rappelle, comment on peut gérer dans l'urgence, éviter qu'il y ait un autre Buya, que Bamenda, que Mora ne suivent ce qui s'est passé à Buya? Qu'est-ce qu'on doit faire? En tout cas pour déjà calmer les 132 de Buya qui sont sortis dans la rue. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence Pour éviter d'autres risques? Serge Alain, il n'y a pas de zéro risque. Il n'y a pas de situation zéro risque. Quelle que soit la décision que vous pouvez prendre, il y aura toujours un risque. Mais on essaie de prendre des décisions qui diminuent au maximum les risques. Alors, c'est un problème de responsabilité. J'ai écouté avec attention le pédagogue. Omer Seda? Oui. Qui dans sa conclusion reprécise bien, c'est la locomotive qui doit décider. Mais tout simplement... Et lui, il est pour les sanctions, hein, tout de suite. C'est ce qu'il a dit. Mais tout simplement, dans son propos, j'écoute encore une fois où il dit « Nous sommes tous responsables. » C'est dangereux. Vous ne pouvez pas être père de famille, être incapable de prendre votre décision et dire « Toute ma famille est responsable de ma chute. » Vous l'avez si bien dit. Qu'est-ce qu'on doit faire, Serge Alain? On est encore aujourd'hui à la quête que tout le monde s'asseye sur une table pour apaiser les cœurs. Le professeur vient de le dire tout à l'heure. Pourquoi M. Kapralibi? Pourquoi M. Kamto? Pourquoi tel et tel? Qui doit les mettre sur la table, monsieur le professeur? Je vous laisse le soin que chaque Camerounais réponde. Voilà. Merci. Oui. Oui, moi je dirais d'abord à la suite de l'expert qu'il est important de se poser la question de savoir à qui profite le crime. Oui. À qui profite ce crime? Parce que forcément, je suis... Vous avez une réponse? Non. Je pose la question. Parce que je sais qu'avant que ces gars ne descendent dans la rue, ils se sont forcément plaints à l'intérieur, dans les centres. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. J'en suis certaine. Donc ça a pris le temps de bouillonner, et à la fin, ça explose. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois dans notre pays, il faut que les choses prennent ces allures-là pour qu'on réagisse enfin? Et toujours pour dire que oui, nous reconnaissons que ça ne va pas, nous allons aménager, mais c'est pas sérieux, évitons ça. Et après, on va trouver que ce sont ceux qui se mettent sur les plateaux qui salissent l'image du pays. Merci, maître. On revient après le journal, parce qu'il est là, Cédric. Bonsoir, Cédric. Au menu ce soir.
Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons d'une chaufferie traditionnelle qui a été complètement rasée, attaquée par des groupes armés présumés séparatistes en Mombo, dans la région du littoral. Une attaque qui intervient après une explosion d'un engin explosif improvisé découvert à Douala. Le littoral est-il en train de subir les affres de la guerre contre les groupes armés séparatistes dans les régions anglophones? Nous en parlerons dans le journal de 20h. L'université d'Oxford compte organiser une conférence sur la crise anglophone et les positions que pourrait prendre la communauté internationale pour résoudre cette crise. Quels en sont les enjeux? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir une question qui préoccupe tous les ménages et tous les Camerounais qui se rendent à la fois dans les supermarchés ou encore dans les espaces marchands ordinaires où sont passées les pièces de monnaie, que sont devenues les promesses du gouverneur de la BEAC d'introduire de nouvelles pièces de monnaie pour résoudre ce problème de la rareté des monnaies, ou alors il y a une spéculation, une rareté artificielle entretenue par certains opérateurs. C'est une enquête à suivre dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans une trentaine de minutes, donc ce sera Equinoxe Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinoxe Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Elie Tchema, Omer Seda, Maître, Sophie Tchemani et Poléyoum. Est-ce qu'on peut dire comme ça que le littoral commence à subir aussi les affres de cette guerre? Le littoral subit les affres de cette guerre depuis le début, tout simplement parce que premièrement il y a les déplacés. Vous savez que dans le Voyer, il y a le quartier Bonabéry qui est assailli de tous les déplacés qu'il y a eu depuis le début de cette crise. Deuxièmement, c'est pas la première fois. Il y a eu des attaques il y a 2 ans à Penamboko par exemple, qui est toujours dans le littoral. Et le littoral est une des régions frontalières avec le sud-ouest qui est une des zones de cette crise. Donc ce n'est pas une surprise. Voir aujourd'hui qu'il y a des actes comme cela dans ces zones limitrophes entre le sud-ouest et le littoral, ce n'est point surprenant du point de vue géographique. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de s'interroger maintenant sur le déplacement du nord-ouest pour le littoral des actes de séparatistes. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus en capacité de pouvoir mettre le désordre dans le sud-ouest et qu'ils essaient de se rabattre du côté du littoral? Point d'interrogation. Est-ce que c'est parce qu'ils estiment qu'ils veulent aller au-delà des régions qu'ils revendiquent comme celles pour lesquelles ils veulent le séparatisme? Point d'interrogation. Qu'à cela ne tienne, l'armée a le devoir et l'obligation de sauvegarder le territoire national, de préserver la paix et de jouer son rôle de maintien de l'ordre. Et je crois que l'armée n'est pas débordée, puisque l'armée jusqu'à présent a prouvé que nous n'avons pas encore perdu un seul centimètre de notre territoire. Pour ma part, ce qui concerne le littoral, je voudrais dire que les populations du littoral savent qu'aujourd'hui, nous avons nos frères anglophones qui sont déplacés pour venir ici. Mais nous devons identifier les déplacés, nous devons les connaître dans nos quartiers. Parce que si nous voyons des personnes suspectes que nous ne connaissons pas, nous devons immédiatement informer les autorités administratives, parce que des personnes peuvent débarquer un matin, nous ne connaissons pas qui sont ces personnes, et elles se baladent, on retrouve des engins explosifs comme ça a été le cas à Yaoundé, ça a été le cas récemment à Bipanda. Donc nous devons tous être vigilants, et c'est là où vous vous rendez compte qu'à l'époque où le Cameroun avait un service social qui était un service social qui faisait vraiment son travail, c'était facile de connaître qui habite quelle maison, quel est le rôle du chef de bloc, le rôle du chef de quartier. Donc tous ces agents de l'administration territoriale, ils doivent jouer leur rôle, y compris les élus locaux, les conseillers municipaux, les maires, pour pouvoir veiller à ce que au sein de la population, qu'on sache qui est qui fait quoi, qui est réellement réfugié, qui est camerounais, qui ne l'est pas, afin de pouvoir réduire au maximum ce genre d'attaque dans la région du littoral, notamment celle de Bipanda. Pour la zone frontalière, moi je fais confiance à l'armée. Je sais que l'armée camerounaise saura réagir pour pouvoir faire en sorte que ce conflit ne bascule pas aussi dans le littoral. Omer Seda, la peur commence à gagner certaines populations du littoral?
Évidemment, ces gens autour, nous sommes des Bantous. Lorsque vous avez une plaie au pied, il y va de soi que tout le corps soit affecté. C'est justement pour cette raison que nous ne nous fatiguerons de dire ou de rappeler que cette guerre du nozo, véritablement, a des séquelles qui s'étendent à travers tout le pays. Et raison pour laquelle les populations du littoral, qui, par hospitalité, devraient pouvoir accueillir des concitoyens, des frères venus du nozo et du sud-ouest, se trouvent dans l'embarras. Parce que tout citoyen est susceptible de suspicion. Nous n'avons pas des éléments probants pour pouvoir identifier qui est le potentiel fauteur de troubles. Toujours est-il que M. Youmla s'y vient dit, nous appelons à la vigilance des populations, nous appelons à la vigilance des forces de l'ordre pour pouvoir véritablement endiguer ce fléau, parce que c'en est un. Si déjà depuis 4 ans nous n'arrivons pas à trouver des solutions, cela voudrait dire que nous ne pouvons pas avoir le sommeil profond tant que cette page n'est pas tournée. Et imaginez-vous, à tout moment, dans nos quartiers, dans les moindres déplacements, nous sommes susceptibles d'être attaqués. Mais Dieu merci, nous pensons que les dieux du Mont Cameroun sont avec nous. Dans les dieux du Mont Cameroun sont avec vous. Bien entendu. Voilà. Que pouvons-nous dire d'autre, M. Sergent autour, comme pour dire que ce n'est pas avec un sourire qu'on devrait pouvoir aborder un sujet pareil, mais c'est pour dire simplement que cet optimisme devrait habiter chacun de nous, parce que même ceux-là qui ont pris les armes sont des concitoyens. Il faudrait simplement que nous puissions, dans une palabre des Bantous, nous asseoir autour d'une même table pour trouver des solutions à même de nous permettre de tourner cette page noire de notre histoire. Maître, il y a quelques semaines, quelques mois on va dire, c'était Yaoundé, et il y a quelques jours, Douala, du côté de Bépanda, dans le 5e arrondissement, la menace est là, et ces images qui nous viennent du département du Mongo, vous êtes définitivement convaincu qu'on vit avec la menace à Douala déjà? Oui, c'est Jalin, vraiment, ça craint. Ça craint franchement, et on vit avec la peur autour de soi. Nous avons les enfants qui vont à l'école, nous ne savons pas ce qui peut arriver d'un moment à l'autre. Nous sortons, nous sommes tout le temps dans les milieux publics, dans les marchés et autres, dans les supermarchés. Nous ne savons pas de quel côté cela arrivera. Peut-être qu'ils se disent, si nous étions déjà infiltrés dans ces zones francophones, peut-être les choses changeraient. Et maintenant, comment ont-ils fait pour se retrouver dans ces zones? Est-ce que les services de sécurité ne font pas effectivement leur travail? Comment ont-ils pu se déplacer de ces différentes zones jusqu'ici sans être inquiétés? Est-ce qu'on contrôle effectivement les véhicules? Comment ont-ils fait pour transporter avec eux l'arsenal qu'ils utilisent pour fabriquer tous ces explosifs, ouais. Voilà. Comment ont-ils fait pour acquérir ces engins-là? Comment ont-ils fait pour arriver ici? Comment peuvent-ils, dans un milieu public, nous avons vu où on a désamorcé le reste des bombes, il y avait des familles tout autour. C'est comme si c'était même un camp. Il y avait des gens qui vivent à côté. Donc, comme disait Paul Eyoum, vraiment, nous tous, nous devons être très très vigilants. C'est vrai que nous faisons encore confiance à nos forces de sécurité, aux forces de l'ordre, mais vraiment, cela interpelle tout le monde et à tout moment, ça non, ne dites pas encore. Nous faisons confiance. Oui, nous faisons confiance. Oui, voilà. Nous faisons confiance à nos forces de sécurité et vivement, soyons vigilants. Dénonçons ceux qui semblent suspects pour nous et ce sera bien pour la sécurité de tous. Voilà. Mais ça craint. Voilà, Elie Tchobma, le risque il est là. Alors, disons, Serge Alain, ça fait 4 ans. Oui. Au début, nous avons eu nos frères mécontents, qui étaient fâchés parce que marginalisés. Ils n'ont pas été écoutés. Et parmi les mécontents, il y a eu des séparatistes. Vous savez, au début d'un conflit, c'était un conflit. Et dans un conflit, il y a plusieurs possibilités de le résoudre. Nous avons cru, nous au Cameroun, que par la force, c'est un des moyens de résolution de conflit. En quelques semaines, ça pouvait être fait. Ce qui n'a pas été le cas. On a eu donc des séparatistes et on a tenté le dialogue. Le dialogue n'a pas donné. Et entre-temps, entre les mécontents et les séparatistes,
se sont installés des brigands. Ce qui arrive aujourd'hui dans nos contrées, que ce soit dans le littoral, je reste fort convaincu que dans notre contexte, c'est des brigands qui essaient de foutre la terreur pour essayer de ramasser tout ce qu'ils peuvent trouver. Quant à ce qui concerne la guerre, je reste aussi convaincu que pour le nombre de nos patriotes, des forces militaires qui sont morts, ils se sont battus et ils tiennent encore l'unité de ce pays. Il ne nous reste plus qu'un chemin sèche après le dialogue. C'est la négociation. Parce que j'entends tous les jours ici, il faut faire un nouveau dialogue. C'est des termes qui s'utilisent à chaque étape. Aujourd'hui, on doit négocier. Négocier veut tout simplement dire que tout le monde doit être sur la table, quel qu'il soit, pour essayer de donner son avis et sur la base duquel nous pouvons tenter de nous en sortir. Parce que plus le temps passe, plus on va augmenter le nombre de brigands compte tenu de l'environnement économique et des difficultés que nous vivons. Il est temps de négocier. Par conséquent, je crois que tout ce qui arrive aujourd'hui, il faut bien s'y attendre. Ce d'autant plus que lorsqu'on voit dans le Mungo, on parle d'une chefferie sauvagement attaquée. Et quand on peut savoir que d'actualité aujourd'hui depuis quelque temps, le respect de notre chefferie, nos sanctuaires sont en difficulté de par les considérations politiques. J'ai cru entendre pour beaucoup sur vos plateaux ou partout ailleurs dire les chefs sont des auxiliaires. C'est un mot français qui est simple. Qu'est-ce qu'un auxiliaire en fait? Un auxiliaire, c'est quelqu'un qui aide par son concours sans être indispensable. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun lien de subordination entre nos chefferies traditionnelles et l'autorité de l'État. Il n'y a pas de problème. Par ailleurs, on précise bien qu'il rend compte. Le rôle d'un chef, rendre compte, c'est écouter ses populations et transmettre les désirata des populations à l'autorité compétente et retourner avec ce qu'il aura écouté. C'est bien qu'il faudra au sortir de tout ceci tenter de toiletter nos textes, parce que dans cet arrêté-là, il existe un propos ou bien un terme qui parle de destitution. Alors qu'en fait, un des articles de cet arrêté précise que l'État entérine le choix de la population. Voilà. Comment est-ce qu'on destitue quelqu'un qui a été choisi par d'autres? Voilà des choses qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que la paix existe dans ce pays. Quand on commence à brûler, et ce n'est pas le premier cas, la dernière fois quand le Premier ministre descendait dans le sud-ouest, c'était encore un chef qui était menacé. Oui. Quand nos chefs commencent à être menacés, c'est le pire qui s'annonce. Donc sa résidence même a été brûlée avant sa nomination. D'abord, le Premier ministre était un grand chef du village. Donc je crois que quand nos valeurs, quand nos sanctuaires commencent à être brûlés, je crois qu'il est temps de croire aussi qu'à certaines valeurs, quand elles sont touchées, il faut voir les choses autrement. Voilà, justement, on va terminer avec... c'est la question que je posais à Elie Tchebma avant le 20h de Cédric Doufélé. Comment faire pour éviter que Bamenda Moura ne ressemble à Buea hier? C'est à moi qu'on lui, Très bien, M. Serge. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence pour éviter le spectacle que Buea a livré hier? Je crois que dans l'urgence, le responsable en chef du devenir de la sécurité de tous les Camerounais, c'est-à-dire le président de la République, doit pouvoir prendre la hauteur de la situation à travers une décision. Vous avez parlé de sanctions, c'est ça? Bien entendu. Sanctionner qui? Des responsables qui ont été appelés. Le responsable du coordonnateur général ou bien le responsable de Buea? Le responsable de Buea. Pourquoi pas, M. Serge Alonton? Mais je pense que dans une institution, si déjà vous avez la responsabilité d'assurer vous avez la bienveillance. Il y a un manquement dans sa part? Quel que soit le cas, s'il y a une quelconque manifestation de mal-vivre et d'un malaise, ça veut dire qu'il y a un manquement.
Et nous sommes habitués dans ce pays, et c'est là peut-être notre malheur, à toujours reconduire des malaises après malaises sans pouvoir véritablement voir une sanction de chef. Je pense qu'une main frappée sur la table pourra interpeller la conscience de tous ceux qui ont la responsabilité de piloter des structures gouvernementales qui œuvrent pour la paix dans le Nozo. Mais je voudrais dire, comme votre question l'indique si bien, la condition sine qua non pour que la paix, pour que ce qui s'est passé à Buea n'advienne pas à Bamenda. Qu'il n'y ait pas un effet domino de contagion. Exactement. Et pourquoi pas à travers tout le pays. Et c'est simplement aussi qu'il faudrait comprendre que notre devise avait toute sa raison d'être. Le premier mot, c'est la paix. Il faudrait véritablement que tous les acteurs sociaux, que tous les acteurs politiques travaillent dans ce sens. Nous autres, qui avons la responsabilité d'encadrer les jeunes, devons briller par la multiplication des efforts dans le cadre de l'éducation au patriotisme, l'éducation à la citoyenneté. Et les acteurs politiques doivent, comme je ne manquerai de le dire, de le signaler, à un moment donné, taire leur querelle pour comprendre les grands enjeux de l'insécurité, puisque quand un tombe à Buea, quand un tombe à Bamenda, il ne s'agit forcément pas d'un quelconque membre d'un parti politique, il s'agit d'un citoyen quelconque, d'un citoyen lambda. Et l'avenir du pays est assez important pour que nous le placions dans des dissensions, dans des querelles politiques. Et le premier des responsables, comme je l'ai dit, M. Biya, doit comprendre ce soir que ses enfants pleurent et ses enfants ont soif, ses enfants ont faim de cette paix. Il dit être le mendiant de la paix, nous mendions en retour cette paix. Et cette paix que nous mendions doit être une paix effective. Elle ne doit pas être du bluff, parce que si après 4 ans, nous avons chanté paix matin, midi, soir, nous en sommes là encore à ne pas pouvoir recadrer, à ne pas pouvoir réinsérer 132 jeunes qui ont choisi de quitter la brousse. Ça veut dire que cette paix est encore à interroger. Voilà, maître Djemeni, comment faire pour éviter l'effet domino? Oui, Serge Alain, commençons déjà par dire que les gars se sont plaints de leur situation dans ces centres. Ils se sont plaints de la vie qu'ils y mènent. On aurait dit qu'ils étaient plus à l'aise en forêt que dans ces centres. Ce qui est une curiosité, ça veut dire qu'il faut chercher à comprendre comment y vivent-ils, comment peuvent-ils espérer être mieux en brousse que dans ces centres aménagés. Et pourtant, l'État a mis d'énormes fonds à la disposition de ces centres pour les moderniser. Ils se plaignent de ce qu'au départ, on leur avait promis que dans 6-7 mois, ils seraient réintégrés, ils seraient socialement. Ils sont à 2 ans, qui a 2 ans et demi et plus, et qui y sont toujours. Ça veut donc dire quoi? Qu'il est urgent qu'on mette dans démobilisation tous les éléments qui vont avec. Qu'est-ce qu'il faut pour les démobiliser? Qu'est-ce qu'il faut pour éviter que les gars se radicalisent? Donc il faut commencer par là. Les mettre à l'aise, les nourrir, les soigner, leur donner une éducation morale, une éducation à la citoyenneté, les former dans des professions. Les amener, c'est prévu. Oui, les amener donc. Il ne faut pas que ce soit seulement sur du papier. Il faut que ce soit effectif sur le terrain. Il faut qu'on amène ces gars à mettre une croix sur leur passé et à ouvrir les portes du futur. Qu'ils se disent que non, nous sommes prêts pour demain, nous sommes contents d'entrer dans une vie professionnelle. Mais s'ils doivent penser plutôt qu'il serait mieux de vivre en brousse avec les rats et les animaux, alors il y a un problème. Donc il est urgent qu'on mette dans le mot démobilisation tout ce qui va avec. Et je crois que les choses, et il faut éviter la contamination se fasse. Oui. Parce que peut-être ailleurs ça bouillonne un tout petit peu, mais on fait encore avec. Il suffit qu'un commence, ça devient comme une étincelle, un commence et puis ça s'embrasse directement, tout le monde prend. Donc il faut éviter qu'on en arrive là et qu'on évite que les choses ne soient que sur du papier, que ce soit effectif, qu'on forme ces gars à des professions, qu'ils soient contents d'embrasser le futur et qu'ils mettent une fois pour toutes une croix à leur passé. Lorsqu'on les entend, ils n'ont pas mis la croix. Au contraire, ils veulent même plutôt mettre la croix sur le futur et rentrer. Donc, ils ne veulent même pas de perspective possible. Et s'il n'y a pas de futur pour eux, ces genres de personnes pensent plutôt qu'il ne doit avoir de futur pour personne. Déjà qu'ils n'ont plus rien à perdre, ils ont tout perdu. Raison pour laquelle nous devons craindre
qu'ils arrivent déjà autour de nous. Et c'est pourquoi nous avons peur tous les jours quand nous vivons. Nous ne savons plus avec qui nous sommes. Nous voyons par exemple, quand nous nous déplaçons, quand nous voyageons, les forces de l'ordre qui sont en chemin, qui sont chargées de la sécurité, ils ne vérifient pas forcément le véhicule. On ne regarde pas les soutes, on ne regarde pas ce qu'on transporte sous l'effet de quelques piécettes ou alors d'un petit billet. Des piécettes? Si 500 francs égale 5 pièces de 100 francs, par exemple, ce sont des piécettes. Si pour des piécettes, si pour un maigre billet, on doit exposer tout le monde, parce que ça passe par les routes pour arriver ici, comment font-ils? Donc il faut vraiment qu'on ait peur et que tout le monde, nous devons être tous sensibilisés. Franchement, nous devons être tous sensibilisés pour éviter que le pire n'arrive. Et je crois que c'est la pauvreté qui est à l'origine de tout ça. La famine fait que pour un rien, pour un petit rien du tout, tu préfères laisser l'autre passer. Tu préfères laisser le mal s'entériner. J'ai écouté l'autre jour, non c'était hier matin déjà, où on disait qu'il y a un Européen qui est arrivé chez nous, il arrive à l'aéroport, ayant fait son test de Covid de l'autre côté, je préfère ne pas citer le pays, il fait son test de Covid de l'autre côté, il arrive à l'aéroport ici, il doit encore repasser le test, mais il sort un billet craquant, il remet à la dame qui s'en occupe, et il passe et on lui dit son test est négatif, alors qu'on ne l'a pas prélevé. Vous pouvez vous en rendre compte. Imaginez qu'il soit effectivement malade. Imaginez qu'il soit effectivement malade. Donc je veux dire, on doit conscientiser tout le monde et je crois que c'est la pauvreté. Nous avons une pauvreté financière et mentale et il faut que ça change. Ok. Pour le Youm, justement, comment éviter que ce qui s'est passé à Buea ne se produise dans les autres centres? Pour l'éviter de manière très simple, c'est de mettre ceux qui sont à Buea dans les conditions optimales. Ouais. C'est ce que demande le directeur du centre. Oui, qu'on les met dans les conditions optimales. Parce que s'ils ont décidé de revenir à la République leur doit aussi ce service. Ceux qui sont à Bamenda et qui sont à Mora oui, ne doivent pas être comme des privilégiés parce que ça va encore créer un sentiment de stigmatisation, un sentiment de qui sont lésés. Ils ont un sentiment d'être lésés. Il faudrait qu'on essaie de calmer la situation, qu'on essaie d'apporter les réponses. Si peut-être la réponse est pas au niveau du directeur, ça peut être au niveau du coordonnateur national Francis, ça peut être au niveau du gouverneur, ça peut être au niveau du ministre, même jusqu'à la présidence. Que ceux qui ont en charge la responsabilité de ces individus fassent bien le travail. Et je voudrais dire aux Camerounais qui nous écoutent, du chef d'État jusqu'au plus petit citoyen, jusqu'à l'enfant qui est en train d'être à 5 minutes, il y a un mot en anglais, fatherland. Fatherland, ça veut dire en français la patrie. Quand au Cameroun, nous allons nous rappeler comme à l'époque du président Ido, moi je n'ai pas vécu, mais ceux qui ont vécu ceux qui ont vécu le tout le temps, quand nous allons nous rappeler de ce que c'est que le sens de ce mot la patrie, ce que c'est que son pays, je vous assure, monsieur Otto, nous n'avons pas besoin d'attendre que le président de la République prenne des directives. Nous-mêmes, nous allons nous comporter, prendre les décisions chacun à sa place là où il est assis, agir pour le bien du Cameroun, pour le bien de la patrie. Parce que nous tous qui sommes là, nous n'avons pas demandé d'être Camerounais. Le destin a voulu que nous soyons Camerounais. Et moi je dis toujours, le Cameroun est le meilleur pays sur terre. Malgré toutes ces bizarreries, le Cameroun est le meilleur pays sur terre. Et nous devons préserver les acquis, nous ne devons pas le détruire. Et c'est pourquoi ceux qui ont la responsabilité de diriger ce pays doivent toujours se rappeler qu'ils ont reçu un héritage. Et ils doivent préserver cet héritage pour que nous autres, quand nous viendrons aux affaires, nous continuons à travailler pour la prospérité. Qu'on retire cette mentalité au Cameroun, dès que nous sommes assis en poste, on pense qu'après nous tout doit disparaître. Vos confrères l'ont fait à Japon, c'était pas au gouvernement, où des journalistes sont arrivés, ils ont pris les micros au stade. C'est ça la mentalité. C'est qu'on pense. Ce sont les journalistes qui ont fait. C'était salle, monsieur. Et il n'y a que les journalistes. Est-ce qu'il n'y a que les journalistes qui ont accès à cette salle? Moi, je n'ai pas accès là-bas. Non, est-ce qu'il y a que les journalistes qui ont accès? Vous pouvez dire que ce sont les volontaires. Bon, disons alors que les micros ont disparu dans la salle des journalistes. Voilà, c'est mieux dit. Nous, les Camerounais, devons plus avoir cette mentalité où nous pensons que dès que nous sommes assis quelque part, nous devons tout faire là. Après, nous tout doit disparaître. Non, nous devons savoir qu'il y a des générations qui étaient là avant nous, qui seront là après nous. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut que les historiens et les anthropologues, qu'on les mette plus en avant pour mettre l'histoire du Cameroun sur la table afin que nous rebâtissions notre pays autour de ces valeurs-là. Merci Paul Youm, merci d'être venu, merci maître pour cette première. À très bientôt, on va le dire comme ça. À très bientôt, c'est voilà, merci Omer Seda
Merci. Exactement, que la victoire des Lions indomptables incessamment puisse encore nous appeler dans ce sens du patriotisme. Merci Elie Tchepman d'être venu une fois de plus. Merci Serge Alain. Et j'ai la faiblesse de croire qu'en ce moment où je parle, le président de la République nous écoute. Et j'ose espérer qu'il nous fera un gros plaisir de descendre dans le Nozo pour calmer le peuple camerounais. Ok, merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir. Le rendez-vous, il est pris pour demain 19h. Bonsoir. Les Lions à prime.